Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne? Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va revenir sur le vote du texte sur la restauration de la nature qui a eu lieu le 12 juillet. Un texte avec énormément d'enjeux. Pour les comprendre, je vous propose de réécouter l'épisode que j'avais fait en amont. Je vous mettrai le lien dans la description. Nous sommes donc le 12 juillet à Strasbourg, un peu avant midi, puisque c'est à cette heure-ci qu'ont lieu tous les votes, en plénière dans l'hémicycle, les uns à la suite des autres. Plusieurs votes ont donc lieu ce jour-là, mais il y en a un qui retient toute l'attention, et toute la tension aussi, en 2 mots. C'est le texte sur la restauration de la nature. Il fait partie d'un package de plusieurs dizaines de lois qui doivent permettre à l'Union européenne d'être neutre en carbone en 2050. C'est l'un des derniers textes sur l'environnement qui doit voir le jour avant les élections européennes de 2024. Et celui-là, la droite n'en veut pas. Comme l'explique Anne Sander, eurodéputée LR, qui fait partie du PPE, la droite européenne. Elle fait aussi partie de la commission Agriculture et Développement Rural. Elle souligne que son groupe a voté une 30aine de textes en faveur de l'environnement, mais que pour celui-là, c'est juste non. Sur ce texte-là, c'est différent parce que c'est un texte, c'est une proposition qui est mal ficelée. C'est une proposition qui ne tient pas compte de ce qui s'est passé, à savoir le Covid, mais aussi la guerre en Ukraine et du besoin de sécuriser notre agriculture et notre alimentation. Dans le viseur de la droite, une mesure du texte qui concerne l'agriculture et qui prévoit que 10% des terres agricoles de l'Union européenne soient des zones à haute diversité, avec des haies, des mares, des jachères, des tourbières. C'est un objectif, mais pour la droite, cela pourrait mettre à mal la sécurité alimentaire dans l'Union européenne. Si vous produisez moins, ça veut dire aussi que vous créez une pression sur les prix, donc ça coûte plus cher de s'alimenter. Et donc, que fait le consommateur européen qui aujourd'hui déjà est en difficulté face à l'inflation? Eh bien, plus encore, il va se tourner vers des productions non européennes qui ne respectent aucun de nos standards, ni environnementaux, ni sociaux. Une position partagée par les agriculteurs qui sont, comme la droite, opposés au texte. Et pour le montrer, ils sont venus devant le Parlement européen avec leurs tracteurs pour se faire entendre au moment du vote. Cette loi, elle est descendante, punitive et sans budget. Elle est descendante parce que les agriculteurs et les organisations et les députés sensibles aux questions agricoles n'ont pas été assez écoutés. Face à eux, des ONG, des scientifiques, des militants. Greta Thunberg, par exemple, a fait le déplacement. Affrontement de slogans, ça montre la tension qu'il y a autour du vote. J'ai interviewé à ce sujet Benoît Biteau. Il est eurodéputé écologiste, agriculteur en bio, et il fait aussi partie de la commission Agriculture et Développement Rural. Lui ne comprend pas cette montée au créneau de la part des autres agriculteurs. Je pense qu'ils ont été embarqués par les propos mensongers, j'y vais pas par 4 chemins, du syndicat majoritaire, la FNSEA en France, le COPA et la COGECA à l'échelon européen, où on leur a raconté que individuellement, ils allaient se retrouver avec des zones de leur ferme qui pourraient plus être cultivées, qui pourraient plus être dédiées à la production, ce qui est absolument faux. Ça n'existe pas dans cette loi-là, donc ils se sont laissés embarquer sur ces arguments-là sans lire le texte, et donc ils se retrouvent quelque part manipulés. Je comprends pas des agriculteurs qui n'ont toujours pas intégré que leur salut, leur avenir passe précisément par une stratégie qui s'attaque frontalement au changement climatique pour l'atténuer, précisément pour justement atteindre la souveraineté alimentaire dont ils revendiquent être les garants, à s'opposer à ces avancées réglementaires-là. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, ils sont en train de participer à un sévère syndrome de Stockholm où, dans ces mouvements-là,
ils s'associent à leurs bourreaux, que sont les vendeurs de pesticides, les vendeurs d'engrais de synthèse. Ils sont là, associés à ces gens-là pour continuer de défendre un modèle qui fait qu'on a perdu 50% de nos agriculteurs en 20 ans, que un tiers d'entre eux en France vit avec moins de 350 € par mois, qui s'en suicident un par jour. Et pourtant, ils sont là devant le Parlement européen à continuer de défendre des logiques qui les enferment dans ces logiques-là absolument désastreuses. Je vous fais pas un dessin, il y a de la tension. D'autant que, et c'est très rare, la droite a décidé de rejeter totalement le texte. D'habitude, les groupes politiques préfèrent modifier les projets de loi, mais ils ne les rejettent pas, comme cela de but en blanc. D'après les observateurs, ça pourrait être un coup politique. Si le texte est effectivement rejeté, cela marquerait une sacrée victoire pour la droite, qui pourrait s'en prévaloir aux prochaines élections européennes, en expliquant qu'elle a défendu jusqu'au bout les intérêts des agriculteurs et de celles et ceux qui en ont marre de toutes ces normes écologiques qui empêchent de faire ce qu'on veut. Mais ça, c'est un peu en off. Officiellement, la droite a une autre explication que résume Ann Sander. Et si les autres groupes politiques, je pense en particulier au groupe de gauche et aux macronistes français, si ces groupes-là, de même que la Commission européenne, avait été, constructif, eh bien, il y a très longtemps qu'on aurait pu avancer sur ce texte et finaliser ce texte. Mais il faut dire que ça fait des mois et des mois que ces groupes politiques et la Commission européenne refusent les compromis, refusent les discussions et ont eu des positions très dures et très dogmatiques. Voilà pourquoi, n'étant pas en mesure de faire un véritable travail de compromis et de bon sens, sachant qu'il y avait énormément de choses à changer dans le texte, eh bien, au bout d'un moment, nous avons dit non, nous ne continuons pas à discuter dans ces conditions et nous avons adopté une position très dure. Avant midi, ce mercredi 12, nous en sommes donc là. D'un côté, la droite, associée à l'extrême droite et à certains libéraux qui veulent rejeter totalement le texte. De l'autre, les groupes de gauche et d'autres libéraux qui veulent le sauver. À ce moment-là, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, ni comment se fera la bascule. Cela pourrait se jouer à quelques voix, une ou deux même. We now move to the report by Mr. César Luena on nature restoration. Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, ouvre alors le vote. La tension monte, les députés doivent maintenant décider s'ils sont pour ou contre le rejet total. Vote is closed and it is rejected. Thereby, la partie gauche de l'hémicycle exulte. La droite a perdu son pari. Le texte n'est pas rejeté, à 12 voix près et 12 abstentions. Comme prévu, les libéraux se sont divisés, même si tous les députés Renaissance français ont voté pour le maintien du texte. Chose plus rare, certains députés de droite n'ont pas rejeté le texte. Ça leur semblait beaucoup trop radical. Mais à ce moment-là, rien n'est fini. Puisque le texte est maintenu, il faut maintenant le modifier, l'amender, et au fur et à mesure des 136 votes, le texte perd une grande partie de ses ambitions. C'est un plaisir mitigé, c'est-à-dire que c'était important pour nous de montrer que face à cette tentative de ne pas avancer sur ces sujets, sur la restauration de la nature, de la biodiversité, c'était important de montrer que il y avait encore une majorité dans ce Parlement européen qui était un peu plus constructive et qui était attentive à ces sujets-là. Après, la raison pour laquelle je dis que le plaisir est mitigé, c'est que dans les 136 amendements, je crois, qui étaient présentés, beaucoup vident un peu la loi de sa substance. Donc la loi existe, elle a montré que la voie du progrès a été quand même préférée. C'est à nous maintenant, dans les prochaines étapes, dans les prochains mois, dans les prochaines années, de redonner un peu de contenu. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est vrai qu'on a perdu à quelques voix près l'amendement de rejet, mais néanmoins, sur le fond, eh bien, nos amendements et une grosse partie de nos positions ont pu être votés. Et je crois aussi que ce texte a été
l'occasion de montrer que réellement le Parti populaire européen et les Républicains en France, eh bien, c'est vraiment le parti du monde agricole, du monde forestier, de la ruralité en général. Et nous, c'est aussi ce qu'on a voulu montrer à travers notre positionnement. Moi, je me réjouis qu'on ait supprimé dans le texte ces surfaces de jachères qui nous empêchaient totalement de cultiver ces terres. Je suis heureuse également qu'on ait supprimé les références au bois mort, parce que dans la proposition qui était mise sur la table par la Commission européenne, eh bien, l'objectif, c'était d'avoir un maximum de bois mort au sol. Et d'ailleurs, la Commission, et là encore, un certain nombre de députés nous ont expliqué pendant des mois et des mois que c'était sain d'avoir du bois mort au sol. Alors, moi, je veux bien, mais je vois aujourd'hui le risque d'incendie avec la sécheresse qui nous touche, et ce risque d'incendie est maximal, et donc je pense que c'est assez criminel de faire la promotion du bois mort, sachant qu'en plus les pompiers ont besoin et demandent à ce qu'on débroussaille, à ce qu'il y ait des zones tampons pour pouvoir arrêter les incendies dans les forêts qui, pour le coup, pour moi en tout cas, sont de véritables catastrophes écologiques, beaucoup plus que de retirer du bois mort. Le Parlement a donc adopté un texte, mais un texte édulcoré. Il doit maintenant négocier avec le Conseil de l'Union européenne, qui représente les États membres, pour se mettre d'accord sur une version finale et commune à la lettre près. Mais pour les observateurs, il y a une chose qui restera, c'est que sur ce texte, la droite s'est associée à l'extrême droite pour défendre sa chapelle. Un non-sujet pour Ann Sander. C'est de l'argument de politique politicienne, je dirais d'assez bas niveau. Il arrive tous les jours sur les centaines et les centaines de votes que nous avons pendant les sessions plénières. Il se trouve qu'à un moment donné, on a un vote identique à tel ou tel groupe. C'est rien d'exceptionnel. Pas pour Benoît Biteau. Cette alliance de la droite et de l'extrême droite, c'est le lit du populisme, de la démagogie, des approches simplistes, de logiques conservatrices qui n'ont toujours pas intégré que on avait rendez-vous avec l'histoire sur le sujet du climat, sur le sujet de la biodiversité, sur le sujet de la santé. Et donc, on est à l'approche d'une élection majeure pour l'Europe, qui est l'élection européenne le 9 juin 2024. Et j'ai peur que ces approches simplistes, pour des gens qui feraient pas l'effort d'aller chercher un peu tout ce qu'il y a derrière, prennent le pouvoir à l'échelon de l'Union européenne. On voit bien que on est sur une majorité extrêmement fragile. On a vu que cette loi sur la restauration de la nature a divisé le Parlement européen avec une courte majorité pour essayer de la préserver. C'est heureusement l'intérêt commun, en tout cas moi c'est l'interprétation que j'en fais, qui a gagné, mais on voit bien que c'est d'une fragilité absolument incroyable, et donc je pense que ça envoie un message clair de nécessaire vigilance pour le vote qui se prépare en 2024. Voilà, pour ce texte qui fait finalement office de teaser sur ce à quoi pourraient ressembler les élections européennes. J'espère que cet épisode vous aura éclairé. Merci à Ann Sander et Benoît Biteau pour leurs réponses. Trait d'Union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.